Bonjour à tous, vous m'entendez? Donc, je suis Didier Louvet, je suis le directeur des programmes de confiance numérique de La Poste. Et je suis très heureux d'intervenir devant vous ce matin pour vous parler d'un sujet qui m'est cher, les données personnelles au service de l'utilisateur, ou le nouveau paradigme du VRM. Je vais commencer cette présentation qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Je vais essayer de faire vite pour laisser du temps à la question, une dizaine de minutes, questions-réponses. Donc, on va demi-heure. Je vais commencer mon exposé en enfonçant quelques portes ouvertes, mais ça fait du bien de temps en temps de replacer les enjeux dans leur contexte. Aujourd'hui, on intervient dans un contexte où, depuis 1994, l'apparition de l'Internet, il y a 23-24 ans, l'Internet, maintenant, est déployé absolument partout, a changé radicalement les modes de consommation, les modes de vie, les modes de communication, a changé fondamentalement les grands principes du marketing. Aujourd'hui, 83% de la population est couverte et se connecte sur Internet. Donc si vous enlevez les vieillards et les bébés, ça fait la quasi-intégralité de la population. Et dans les usages, 87% des gens qui ont accès à Internet s'y connectent et y interviennent tous les jours. Donc on est dans une phase où l'enjeu n'est plus la connectivité, l'enjeu n'est plus les usages, l'Internet s'est imposé dans notre vie de tous les jours. Donc l'enjeu n'est pas dans les usages, l'enjeu aujourd'hui, il est dans la confiance. Alors même que 87% des gens se connectent à Internet tous les jours, une étude qu'on a menée en 2016 avec Harris Interactive nous montre que seulement 37% de ces internautes ont confiance dans Internet. Imaginez-vous, vous avez 2 personnes sur 3, quasiment, qui se baladent sur Internet. Si on conçoit qu'Internet est un grand centre-ville ou un grand mall, vous avez 2 personnes sur 3 qui s'y baladent en se retournant régulièrement, en se disant « Ah, il m'a dit bonjour, mais qu'est-ce qu'il me veut vraiment? Tiens, cette publicité, est-ce qu'elle est vraiment pour moi ?» Donc, vous avez une forme de défiance continue quand les personnes se baladent sur Internet. Donc, beaucoup d'usages, mais aujourd'hui une limitation des usages à cause de cette problématique de confiance. La confiance, il fut quelques années, c'était beaucoup sur l'acte de paiement. Maintenant, l'acte de paiement est devenu un peu plus naturel. La confiance ou la défiance se déplace beaucoup plus sur les données, notamment les données personnelles. Qu'est-ce qui se passe? Les données personnelles, on est dans un paradoxe. C'est que vous avez tous été retargetés dans votre vie d'internaute. Hein. Vous avez fait un achat sur une boutique. Et puis, comme le cookie va enregistrer votre achat, vous allez pendant 15 jours, 3 semaines, où que vous alliez sur le mobile, bientôt sur la télé, sur votre ordinateur, vous allez être retargeté par cette marque qui va vous dire « Tiens, vous avez acheté des slips, c'est super. Le slip français, je l'ai fait, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. C'est super, mais je me retrouve avec du slip français partout. Ce qui est sympa, j'adore cette marque, mais à certains moments, je fais des démonstrations devant mes collaborateurs au boulot et je me retrouve avec de la publicité sur le slip français. Ça peut de temps en temps être un peu gênant. Donc, on est dans un monde où la data personnelle, tout ce qu'on appelle les ad tech, d'accord, le retargeting, là, j'en ai parlé, le ciblage comportemental, etc., sont des algorithmes qui ont absolument besoin de se nourrir de vos datas personnelles. Or, le paradoxe, c'est qu'en même temps que ces algorithmes deviennent de plus en plus puissants, deviennent de plus en plus personnalisés, l'internaute est de plus en plus réticent à partager ses données personnelles pour alimenter ces mêmes algorithmes. Aujourd'hui, on est donc dans une problématique de confiance, c'est que vous avez un vendeur et un acheteur qui ont besoin de se parler, qui ont besoin de s'alimenter l'un l'autre, qui ont besoin de se créer de la valeur, avec une absence d'univers ou de structuration de cette confiance-là. Donc, il apparaît qu'un service de confiance qui viendrait intervenir dans cette relation entre le marchand et son client pourrait créer de la valeur, de la pertinence, pour permettre que ce marketing de masse puisse, quand il va évoluer vers un marketing individuel, notamment grâce aux algorithmes de la tech, s'alimenter de données personnelles qui vont être mises à disposition et échangées dans cet univers-là, dans un cadre de confiance. Donc,
Pour améliorer, pour aller plus loin dans la pertinence et la confiance sur Internet, nous sommes absolument persuadés qu'il faut l'intervention d'un tiers de confiance qui va venir ordonnancer l'échange des données personnelles pour le bien-être et la création de valeur, à la fois pour l'individu et à la fois pour le vendeur. Ce service de confiance autour des données personnelles et autour de la data, il doit s'articuler autour de 4 grandes valeurs. La première, c'est la liberté d'engagement. Chacun des deux protagonistes, le vendeur et l'acheteur, doit intervenir dans la relation en pleine liberté. La deuxième, c'est l'intention, exprimer son intention. Pour ceux qui connaissent peut-être, on a toutes les théories autour de l'intent marketing, donc le marketing de l'intention. Ce qui est une donnée assez fondamentale et assez clé, c'est que ce qui fait partie d'ailleurs des fondamentaux de cette défiance qu'on a sur Internet, c'est que l'intention de l'autre, de temps en temps, n'est pas connue. L'autre vous demande des informations, demande de faire certaines actions, vous demande de s'engager, de cliquer sur des boutons, de remplir des champs, alors même qu'il n'a pas exprimé clairement à quoi l'ensemble de ces éléments-là allait servir. Donc l'intention de qu'est-ce que j'ai envie de faire et à quoi vont me servir les données que tu me donnes ou les actions que tu mènes est absolument fondamentale. Ce tiers de confiance va aussi permettre l'indépendance, c'est-à-dire qu'on a ce contrat, cette liberté est associée à de l'indépendance, c'est-à-dire que la personne peut décider d'arrêter du jour au lendemain une relation et récupérer l'ensemble de ces données et arrêter d'être sollicité dans un sens comme dans un autre. Et enfin, cette tiers de confiance doit permettre l'engagement d'une conversation. Hein. Les marchés sont des conversations. Ce tiers de confiance doit absolument être quelqu'un qui arrive à faire transiter la donnée et faire transiter les actions en montant, en descendant et en transactionnel, en temps réel et dans tous les sens. Ce qu'on est en train de dire là, le tiers de confiance qui va venir intermédier, structurer, organiser la relation entre un vendeur et son acheteur, notamment dans la sécurisation des échanges et des données. Ce concept s'appelle le concept du VRM, le Vendor Relationship Management, qui est un concept qui est né aux États-Unis à Harvard il y a une bonne dizaine d'années, aujourd'hui sous l'impulsion d'un professeur qui s'appelle Doug Searls. Le VRM, c'est assez simple, hein, c'est la contraposée du CRM. Le CRM, c'est Customer Relationship Management. Un vendeur connaît tous ses clients. Le VRM, c'est la contraposée, c'est Vendor Relationship Management. C'est le particulier, l'acheteur qui connaît tous ses vendeurs. C'est donc un ensemble d'outils et de processus qui permet à l'individu de comprendre et de maîtriser la relation qu'il a avec l'ensemble de ses vendeurs. Le VRM, c'est une tendance de fond qui est en train d'apparaître de plus en plus dans les concepts marketing. Certains pourraient l'appeler aussi le Customer Empowerment. D'accord ? C'est la manière dont je remets le bénéficiaire, le consommateur, le particulier au centre de la relation et comment je l'outille pour qu'il devienne autonome et indépendant dans l'échange qu'il a avec moi. Le VRM, ça se construit en plusieurs étapes. C'est encore un concept un peu théorique. Le VRM, en fait, est une juxtaposition, un empilage de plusieurs briques pour arriver à créer cet acteur de confiance et de redynamiser les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. La première brique du VRM, c'est une brique dite de coffre-fort numérique. D'accord ? Pour avoir un outil qui permette aux particuliers de maîtriser et de reprendre de l'autonomie dans ses interactions avec ses vendeurs, il faut qu'il récupère l'ensemble des données personnelles de consommation qui existent sur lui. D'accord ? Un petit cours d'histoire sur le CRM. Hein. Le CRM, c'est
a commencé à se bâtir par les sociétés de vente à distance dans le Nord. Et les premières briques des CRM ont été effectivement des bases de données clients. Dans le VRM, la brique de base, c'est une base de données personnelle de l'utilisateur qu'il va mettre dans un coffre-fort numérique personnel. Au-dessus de cette brique-là, on va mettre une autre brique qui s'appelle la Data Management Platform, qui va permettre, à partir des documents et des informations que ce particulier a rassemblés, de mettre une couche d'intelligence, de gestion, d'interprétation et de visualisation. La donnée brute, ça ne sert à rien. Il faut que cette donnée soit mise en perspective. Donc, on va mettre au-dessus de cette couche la couche de Data Management Platform. C'est le stade où on est en train d'entrer aujourd'hui. Les coffres-forts numériques, ça existe déjà. Ils sont en train de se déployer, je vous en parlerai tout à l'heure. On est dans une phase aujourd'hui où on commence à mettre de l'intelligence et on commence à mettre de la visualisation et du sens sur les données qu'on a permis aux particuliers de rassembler sur son compte. Une fois qu'on aura mis le coffre-fort numérique et le Data Management Platform, on aura atteint la première phase qui est la phase du Personal Data Store. On aura équipé le particulier d'un Personal Data Store et à partir de ce Personal Data Store, en interaction avec son écosystème, on va pouvoir créer les liens dynamiques, je vais vous le montrer tout à l'heure, d'un VRM où il va pouvoir rentrer en interaction avec son écosystème. Ce Personal Data Store, donc on est bien sur l'addition de la brique du coffre-fort numérique et de la Data Management Platform, la DMP, mais la DMP centrée sur le particulier. On n'est pas dans une DMP d'entreprise, on est dans une DMP personnelle. C'est le socle de confiance. C'est le socle par lequel le particulier va complètement se réapproprier ses données. Il va en prendre la maîtrise, il va décider de ce qu'il en fait, à qui il en donne accès. C'est à l'intérieur de cette Personal Data Store qui va pouvoir créer des contrats d'échange de ces données avec son écosystème. C'est à l'intérieur de cette plateforme que ces données vont pouvoir devenir portables, interopérables. Il va pouvoir, quel que soit l'endroit où il laisse des données, où il crée des données, les récupérer et se les approprier. Et enfin, il va pouvoir avoir sur l'ensemble de ces données et sur les données que l'ensemble des entreprises avec lesquelles il est en interaction dispose sur lui, avoir un accès complètement transparent. Je reviens sur l'aspect important qu'est le contrat d'utilisation. Je parlais tout à l'heure dans la défiance de la finalité. Eh bien, dans un contrat, forcément la finalité est connue. Vous connaissez les contrats, au début on nomme les parties et puis on explique pourquoi les parties ont décidé de faire un contrat. Et à l'intérieur de cette rédaction, dans un contrat, la finalité est connue. Donc on est bien dans un système, dans une structure, dans une organisation qui va permettre d'exprimer très clairement la finalité de à quoi servent les datas, pourquoi j'en ai besoin et qu'est-ce que je vais en faire pour que le particulier puisse mettre à disposition ces données de manière complètement transparente. Alors, pourquoi la Poste s'occupe et s'intéresse à ces éléments-là? La Poste, historiquement, on est un acteur de confiance. On est là depuis très longtemps, on sera là encore pendant très longtemps. Et on a construit notre ADN autour justement de cette capacité de confiance. Ça fait des années qu'on promet aux particuliers qu'ils sont accessibles et que, quelle que soit la personne qui veut lui envoyer une information ou un bien, on va, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, quel que soit celui qui lui envoie, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, nous, de manière absolument transparente et dans un unique objectif de service, on va lui apporter cette information ou ce colis. Donc, la Poste a souhaité se positionner dans cet univers numérique en disant « Moi, mon ADN, c'est la confiance. Qu'est-ce que je peux venir simplifier, proposer aux particuliers justement pour réamener cette confiance-là » Vous voyez un peu où je veux en venir, hein, confiance, défiance, un tiers qui doit ramener l'équilibre dans la force, ramener de la confiance dans le digital, la Poste, un ADN de confiance. Donc,
voilà, l'intention de la Poste, du service que je dirige, c'est de développer des produits qui vont remettre justement de la confiance à l'intérieur des relations. Donc, l'objectif de ce service et de ces services-là, c'est de sécuriser la communication digitale des Français. Donc on est effectivement, on sécurisait les relations physiques, on entend bien continuer à nous déployer dans le digital et de sécuriser les échanges et les communications digitales des particuliers avec. Vous avez peut-être vu la nouvelle marque, enfin la nouvelle pub qui est sortie sur la Poste il y a quelques jours, simplifier la vie, qui va devenir, qui est aujourd'hui notre objectif et notre quotidien, qui va se renforcer dans les années à venir. L'objectif étant de simplifier la vie des Français. Aujourd'hui, quand je vous parle de confiance, naturellement, on a un taux de confiance. 77% des Français font confiance dans la Poste. Avec trois grandes valeurs qui reviennent souvent. La bienveillance, ce qui est important dans la confiance, et je reviens aussi tout à l'heure sur les problématiques d'intention. Si vous ne connaissez pas l'intention de l'autre, vous avez du mal à lui faire confiance. La bienveillance, c'est une prédisposition qui dit, même si je ne connais pas complètement les intentions, j'ai confiance parce qu'il y a de la bienveillance dans l'attitude de mon partenaire. Donc, cette valeur, la bienveillance, est absolument essentielle dans ce qu'apporte la Poste et dans la confiance que l'on entend déployer. Après, la notion de service, j'y reviens pas, et la notion de proximité. Voilà, on est un des groupes où on a des contacts quotidiens avec des dizaines de millions de Français. On est là partout, tout le temps, dans tous les villages et sur toutes les routes de France. Donc on est vraiment au cœur de l'écosystème et de la vie quotidienne des Français. Je vais vous parler plus précisément de Digipost, qui est dans cette démonstration, dans la data management platform au service du particulier, sa capacité de simplifier les relations avec cet écosystème. Digipost, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une plateforme personnelle, sécurisée, qui s'adresse aux particuliers qui veulent centraliser l'ensemble de leurs données de consommation, leurs factures, leurs relevés de banque, leurs relevés d'assurance. On va collecter automatiquement sur plus de 1000 sources l'ensemble des documents qui concernent le particulier. D'accord ? Donc, c'est tout d'abord le coffre-fort numérique que nous évoquions tout à l'heure. Ensuite, ce coffre-fort numérique, il permet aux particuliers de visualiser, comprendre, être alerté sur l'ensemble des informations que contiennent les documents de gestion qui le concernent. D'accord ? On a sorti il y a quelques semaines une nouveauté dans Digipost qui est la capacité d'agréger les comptes bancaires. Donc historiquement, on allait chercher les relevés de banque une fois par mois. On permet maintenant, de manière quotidienne et beaucoup plus dynamique, d'aller agréger les comptes bancaires. Donc, on permet à la personne de récupérer quotidiennement l'ensemble de ses opérations pour comprendre comment elle dépense, ce qu'elle dépense, d'avoir des alertes sur l'arrivée d'argent ou de virement ou d'un chèque qu'elle attendait ou une dépense qui vient d'arriver. On fait aussi de l'alerting effectivement sur le dépassement de certains montants des factures. On va faire des alertings sur l'arrivée à échéance d'une facturation ou le besoin de mise à jour d'un dossier ou d'une information dans une procédure. Donc aujourd'hui, Digipost permet aussi au particulier qui a récupéré dans son espace personnel et sécurisé de pouvoir réutiliser dans un cadre de confiance les documents qu'il y a ajoutés. On parle de simplifier l'accès au crédit quand vous faites un dossier de crédit, de simplifier l'accès à l'allocation d'un appartement, d'accord, qui n'a pas passé des heures à chercher ses 3 derniers bulletins de salaire, son dernier avis d'imposition, son dernier certificat de domicile. Là, avec Digipost, il l'a directement sous la main et il peut, en quelques clics, les remettre à disposition avec cette capacité qu'a Digipost et la Poste de dire les 3 derniers bulletins de salaire, ce n'est pas les 3 derniers bulletins de salaire que quelqu'un a pris en photo, peut-être falsifiés. Vous savez qu'il y a un gros problème, notamment dans les locations d'appartements, sur est-ce que les locataires passent du temps à essayer de comprendre est-ce que j'ai un vrai bulletin de salaire ou est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque au bulletin de salaire.
quand vous l'avez mis dans Digipost et quand vous le réexpédiez par Digipost, nous, on sait qu'on a été le chercher directement chez votre employeur, donc ce bulletin de salaire, la Poste peut s'engager sur sa véracité et le fait que ce soit réellement un vrai bulletin de salaire. Digipost, c'est aussi un endroit où l'ensemble des particuliers vont pouvoir interagir avec leur marque. Donc, quand on a permis aux particuliers d'agréger l'ensemble de ces documents, l'ensemble de ces informations, en fait, on l'a aidé par la même occasion à cartographier l'ensemble de son univers de consommation. Donc, on l'aide à connaître et à faire un lien avec sa mairie, son école, son médecin, sa banque, son assurance, les e-commerçants chez qui il a l'habitude d'acheter. Donc, on l'a aidé à cartographier l'ensemble de son écosystème. L'idée, c'est qu'on va lui permettre l'interaction avec cet écosystème. Aujourd'hui, j'ai fait un exemple là sur ce slide-là. Quand je parle d'interaction, on va parler de... Effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, la collecte, la récupération des documents et des informations. Donc ça, c'est le flux entrant. Aujourd'hui, on se développe énormément sur le bulletin de salaire. On a pratiquement 600 entreprises avec lesquelles on travaille et qui nous confient les bulletins de salaire de leurs employés. J'en ai parlé tout à l'heure, on va aussi avoir les démarches. Donc ce même bulletin de salaire, on va pouvoir le réexpédier. Donc ça, c'est le flux sortant. On va pouvoir le mettre à disposition de son écosystème quand cet écosystème en a besoin. Et enfin, et surtout, le flux circulant, c'est la relation et l'interaction entre le vendeur, l'organisme et le particulier au sein de cette plateforme-là. Donc, on passe d'une plateforme de VRM à une plateforme de relation client. Digipost se développe pour permettre de simplifier cette vie quotidienne digitale en permettant l'interaction entre le particulier et son écosystème. Je vais prendre 3 exemples rapidement. Le premier exemple, c'est celui du salarié. On est en train de déployer un gros groupe français avec plus de 100 000 salariés, dont l'employeur ne possède que 10% des adresses mail de ses employés. D'accord ? Parce que c'est des employés qui ne sont pas forcément au bureau, qui n'ont pas forcément un ordinateur pour travailler. Donc, le DRH, quand il veut parler à ses salariés, eh ben, il n'a que 10% d'adresse mail personnelle. Bien évidemment, ces salariés n'ont pas d'adresse mail professionnelle. Donc, il a un vrai défaut d'accessibilité de ses salariés. En proposant Digipost à ces salariés-là, en allant distribuer le bulletin de salaire numérique à ces salariés-là, on va donc équiper ces salariés d'un Digipost, et tout d'un coup, 90% des salariés qui n'étaient pas accessibles digitalement le deviennent. Donc, on va pouvoir proposer autour de ce simple fait d'avoir déposé un bulletin de salaire dans Digipost, tout un univers de communication où on va pouvoir permettre aux particuliers de pouvoir appeler son DRH, de pouvoir envoyer un email à son DRH, de pouvoir localiser des services de son employeur, de pouvoir se rendre sur l'intranet de son employeur, de pouvoir, une fois qu'il s'est rendu sur l'intranet de son employeur, par exemple, déposer des vacances, de pouvoir être notifié quand son employeur a validé ses vacances, etc., etc. Donc on est dans un truc qui était le coffre-fort où je reçois mon bulletin de salaire, ça devient une plateforme d'échange et une plateforme de gestion de la relation avec le salarié. Je peux prendre cet exemple-là avec votre école, je peux prendre cet exemple-là avec votre ville, je peux prendre cet exemple-là avec beaucoup d'organismes qui ont souvent du mal à rentrer en interaction avec vous. Je vais reprendre un deuxième exemple, votre banque, de temps en temps, ou votre e-marchand, de temps en temps, a besoin que vous mettiez à jour vos données bancaires parce que votre carte bleue arrive à expiration. Aujourd'hui, vous recevez un mail où l'éditeur mettez à jour vos données bancaires. Je ne sais pas si vous avez eu le courage un jour de cliquer sur ce lien-là pour dire mais bien sûr, je reçois un mail, je vais mettre à jour les données bancaires. Donc les e-commerçants ont un mal fou à obtenir en avance de phase, volontairement et spontanément, que leurs clients mettent à jour leurs données bancaires, parce que quand vous recevez ce mail-là, et vous avez raison, vous n'avez pas confiance, et il ne faut pas faire confiance à ces mails-là, parce que ces mails-là sont souvent des trolls. Dans Digipost, on va pouvoir proposer à cette personne-là, on la connaît, parce qu'on a vu que vous étiez client de ce grand magasin de chaussures ou de ce grand magasin de livres en ligne, et on va pouvoir vous envoyer, lui permettre de vous envoyer un message dans Digipost, où on va vous dire votre carte bleue arrive à expiration, plutôt que d'être bloqué la prochaine fois, alors que vous serez pressé de faire un achat, mettez à jour vos données bancaires. Ça se fait, et là vous pouvez avoir confiance, parce que c'est à l'intérieur de cet espace personnel
est privilégié et protégé que cette opération va être initiée. Donc on amène de la valeur à cet e-marchand qui va pouvoir interagir avec son client dans un univers et dans un environnement de confiance. Enfin, un troisième exemple rapide de service de la data et de l'interaction avec votre écosystème. C'est un service sur lequel on est en train de travailler. Vous nous confiez votre carte grise. On va dire, bah, tiens, est-ce que vous souhaitez que je vous mette votre voiture sous alerte de sa cote ? Parce que vous savez, la cote d'une voiture, ce n'est pas une lente descente, c'est des descentes qui se font en palier. Et je vais vous proposer, Digipost va vous proposer de dire, est-ce que vous m'autorisez, est-ce que vous souhaitez que je mette votre cote sous surveillance ? Ce qui fait qu'à un moment, au bout de quelques années, quelques mois, on va être en avance sur une descente de cote parce qu'une nouvelle version de la voiture arrive, etc. Et à ce moment-là, on va pouvoir, à partir de cette donnée qui était personnelle, qui était protégée, vous proposer de dire, attention, il y a une alerte sur votre cote, est-ce que vous voulez avoir cette cote-là ? Vous allez dire oui. Et à ce moment-là, on va pouvoir vous permettre d'interagir avec l'écosystème de votre choix pour passer une petite annonce, vendre votre voiture, récupérer l'ensemble des documents d'entretien qui vont pouvoir vous permettre de montrer que vous avez bien réalisé, donc la valeur de votre voiture est encore élevée, etc., etc. Donc on est vraiment dans un circuit où on va permettre de comprendre l'information, de monter des alertes, de rassembler des documents et des preuves pour valoriser et permettre l'interaction et les échanges. Voilà la démonstration de la mise à données, la mise à disposition et le contrôle des données personnelles par l'individu à son service et pour son empowerment. 1 minute pour les questions. Alors, quelques questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter ? Je veux bien avoir une explication un peu du business model qu'il peut y avoir derrière. Bonjour. C'est très intéressant le positionnement du tiers de confiance jusqu'à l'application. Après, ce qui manque peut-être dans la présentation, c'est le côté business model. Comment ça se gère par rapport aux particuliers, par rapport au service. Est-ce que c'est un service entièrement gratuit ? On dit souvent, par exemple, dans Internet, que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Alors, c'est justement le paradigme, le paradoxe. C'est un service essentiellement gratuit pour le particulier. On va avoir quelques services à forte valeur ajoutée sur lesquels le particulier sera mis à contribution, mais on va dire 95% de l'usage de Digipost est un usage qui est gratuit. Qui va payer ? Parce qu'il faut bien qu'effectivement quelqu'un paye. Aujourd'hui, je vais illustrer sur les 3 flèches. La première flèche, j'alimente le Digipost. Aujourd'hui, on a un DRH qui confie le bulletin de salaire, donc qui est un document de valeur, et il le confie à Digipost pour le compte de son salarié, et Digipost prend l'engagement de le conserver gratuitement pour le particulier pendant 50 ans. 50 ans, c'est long. Donc, ce dépôt sécurisé pour une durée longue a un prix. Donc, première source de revenus, le prix de ce dépôt sécurisé, nominatif, dans un endroit de confiance, d'un document que la Poste s'engage à garder pendant un temps long. Deuxième source de revenus, la deuxième flèche, on ressort le document et on le met à disposition. Quand vous savez ce que ça peut coûter à une banque, à une société qui fait du jeu, à une société de télécom ou n'importe quel organisme qui a besoin à un moment de vérifier l'information que vous lui donnez parce qu'elle prend un risque dans un dossier de crédit, dans un dossier de location ou dans un dossier d'inscription, le fait de pouvoir dire, d'une part, ça va beaucoup plus vite, parce que vous n'avez plus qu'à demander à votre interlocuteur, vous avez un Digipost ? Pas de problème, donnez-moi les coordonnées, je vais directement aller interroger Digipost pour récupérer les documents. Donc ça va vite. Donc le particulier dit, tiens, je reçois une sollicitation de la part du banquier. Oui, non, je lui autorise l'accès à ces données. On parle tout à l'heure de la finalité et de la confiance. Oui, je donne accès à mes données. Donc ça permet d'une part à l'organisme d'aller beaucoup plus vite dans la collecte de ces données. Et d'autre part, étant donné qu'on prend l'engagement de dire ce bulletin de salaire, c'est bien un bulletin de salaire que je connais, et je prends l'engagement comme quoi c'est un original, ce bulletin de salaire, effectivement, a un prix. Donc on a une deuxième source de revenus qui est
la mise à disposition des documents certifiés. Troisième source de revenus, bien évidemment, c'est cette plateforme relationnelle. Quand vous êtes le fameux employeur dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir avoir accès à 100% de ses salariés dans un mode interactif et quotidien et sécurisé dans la poche de tout le monde parce qu'on est essentiellement sur le mobile. Effectivement, cet espace de communication, cet espace d'échange a un prix. Qui est d'ailleurs souvent beaucoup plus à l'usage, parce qu'on est justement sur des problématiques et sur des enjeux de digital et de plateforme et de communication. Donc on peut avoir toutes les données de l'usage qui est fait des éléments qui sont mis à disposition des clients particuliers. Donc on peut être beaucoup plus sur un business model à l'utilisation et à l'usage. Voilà, donc on a ces trois business models-là qui cohabitent entre eux. Aujourd'hui, on est dans notre phase de développement, on est surtout sur la première. On est en train de travailler sur les beaux partenariats sur la deuxième flèche et on commence effectivement les premiers espaces de communication. Donc, ce qu'on vous présente là, on va de plus en plus communiquer dessus parce que c'est un mouvement qu'on a initié en 2017 et qui va très largement s'intensifier en 2018. On arrive aujourd'hui à peu près 2 millions d'utilisateurs de Digipost et on pense qu'on va au moins doubler l'année prochaine. Ça fait qu'on va commencer à atteindre une masse critique d'équipement de la population française qui va commencer à être intéressante pour les annonceurs, pour les marques, pour les employeurs, etc. etc. C'est fini, hein. Bon. Nous avons un stand juste à côté, j'y serai. Si jamais vous avez envie de continuer cette conversation ou de poser des questions, vous y êtes les bienvenus. Merci beaucoup.